Ce soir, on accueille une véritable légende. Imaginez un artiste qui a marqué plusieurs générations, un guitariste de génie qui a fait vibrer des salles entières avec des riffs légendaires et une voix qui touche droit au cœur. Oui, mesdames et messieurs, on parle bien de l'incontournable Michael Jones. Connu pour sa carrière en solo et ses collaborations mythiques avec Jean-Jacques Goldman, cet homme-là a écrit une partie de la bande-son de nos vies. Mais ce soir, on va découvrir l'homme derrière la guitare, ses souvenirs, ses anecdotes, ses projets et peut-être même ses secrets. Préparez-vous à un moment aussi captivant que musical. Alors, attachez vos ceintures, car Michael Jones est dans la place. Bonsoir. Ils viennent juste de terminer, les enfoirés. Oui, voilà. Donc, comme c'est la chanson des enfoirés. C'est la chanson, on a ouvert avec la chanson des enfoirés. Et donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle soirée Stars and Stories, la première en 2025. Et c'est la première, et peut-être même la seule, avec un artiste gallois. Car tu es le premier, Michael. Sauf si vous invitez un rugbyman. Ouais. Ou un auteur, comme Ken Follett, par exemple. Il parle français, Ken Follett? Oui. Oui. Oui, il a même sorti un livre pour sauver Notre-Dame, où tous les bénéfices ont été versés pour la réparation de l'incendie qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Eh bien, si tu nous mets en contact avec Ken Follett, nous allons élargir le cercle des artistes gallois de Stars and Stories. Nous pouvons nous asseoir, Michael. Alors, ce n'est pas ta première venue au Casino 2000 de Mandorf-les-Bains. Tu es déjà venu au Casino. Alors, je viens d'apprendre que je suis déjà venu. Non, mais c'est en fait parce que c'est trop près de la frontière. Et donc, je me suis même pas rendu compte que j'avais changé de pays. Donc, c'était il y a quelques années. C'était en 2009. Ah oui, quand même. Apparemment. Ah, quand même. Mais bon, il y a mon historien qui est en face. Le biographe. Voilà, qui m'a rappelé que j'étais déjà venu. Alors, c'est ta première venue en 2025, c'est certain. Et quand on dit première, c'est pas la dernière pour cette année au Casino 2000 ici à Mondorf-les-Bains, sachant que tu n'étais pas très loin en septembre. Tu étais à Metz avec l'héritage Goldman. Et ça, c'était vraiment un sacré spectacle, l'héritage Goldman, avec un gros spectacle. Hein. Tu vas nous en dire un mot. Je verrai bien avec l'héritage 2, parce que j'irai les voir. Parce que en fait, les gens ils parlent souvent d'un spectacle comme ça, mais en fait, nous, on l'a jamais vu. C'est comme toutes les tournées avec Jean-Jacques. On les a vues à la télé une fois qu'on a sorti le DVD. Mais nous, on ne voit pas le spectacle, en fait. On ne se rend pas compte de ce que les gens reçoivent. Eh ben, c'était vraiment un formidable spectacle avec toute la troupe, les solistes, les choristes, les musiciens. Il y avait Lilian Renaud, il y avait Céphase et une magnifique musicienne qui s'appelle Marie Cooper. Vraiment formidable musicienne. Donc, ça... Il fera la première partie de ma prochaine tournée. C'est vrai. Donc voilà, il y a un vrai contact avec Marie Cooper, impressionnante sur scène. Et ce spectacle, tu as retrouvé peut-être l'ambiance des grosses tournées, comme à l'époque avec Goldman, avec l'héritage, son héritage? Pas tout à fait, parce qu'on était vachement nombreux quand même. Avec Jean-Jacques, on a dû être maximum 7 ou 8. Et là, on était 13, 14, suivant les tournées, mais on était nombreux sur scène. Donc on a vu quelques images, peut-être on peut en remettre. Je crois que vous les avez vues. De l'héritage Goldman, c'est bon. Bon, donc on tourne la page de l'héritage Goldman, et effectivement on tourne la page parce que il y a une actualité cette année, Michael Jones. Et effectivement, Michael, moi j'ai vu que tu annonçais une tournée d'adieu. C'est vrai ça? C'est pas une tournée d'adieu, parce que je fais partie des CE qui ne peuvent pas dire adieu. Mais je le dirai pas parce que je serai mort. Mais je pourrais peut-être le dire à Dieu, mais c'est pas sûr que ce sera Dieu ou le diable. Mais ça sera ma dernière grosse tournée. Voilà. Après, je continuerai à faire de la musique parce que ça, on peut pas s'arrêter. Je continuerai à faire la musique avec des amis et
peut-être faire des concerts dans des conditions moins lourdes, c'est-à-dire en acoustique, avec un ou deux musiciens. Quelque chose de super léger qu'on peut aller on peut jouer dans une salle comme ça. Ouais, Voilà. On peut prendre rendez-vous aussi pour une salle comme celle-ci. Voilà, ça c'est possible. Mais sachant qu'il y aura quand même un passage ici. Il y aura d'abord l'Olympia. Ça, ce sera un grand rendez-vous le 28 septembre. Et après, on sera ici le 22 novembre. Le 22 novembre. Alors, c'est pas affiché. Pas encore. Parce que ça s'arrête le 11. Et donc, le 22 novembre au chapiteau. Et on a une bonne nouvelle pour vous. Alors, les places seront... Je voulais quand même demander, qui a vu les... Excuse-moi, Michael, juste une question sur l'héritage Goldman. Si ce soir, parmi vous, dans la salle, certains étaient à l'héritage Goldman. Juste pour faire un petit sondage. Oui, donc on a pas mal de oui. Voilà. Et qui sera... Alors attention, là on en attend davantage. Qui sera le 22 novembre au chapiteau pour applaudir Michael Jones? More. Il y en a, vous avez raison parce que ça va être vachement bien. Et la bonne nouvelle, c'est que les billets pour Michael Jones, donc pour ce rendez-vous le 22 novembre, seront mis en vente dès ce soir, dès la fin de notre rendez-vous, avant même de quitter le Casino 2000 en prenant un dernier verre. Hop, vous réservez déjà vos places pour ce rendez-vous le 22 novembre, donc le concert de Michael Jones. Qu'est-ce que tu peux nous dire sans trop dévoiler de ce que sera ce concert et ce spectacle que tu vas présenter à l'Olympia? En fait, je vais raconter ma vie en musique. Donc, ça commencera avec les chansons qui m'ont donné envie de faire de la musique. Pourquoi je suis là devant vous ce soir, en fait. Et ça passe mes 60 ans de carrière, du début jusqu'au 11 novembre. Et il y aura évidemment un grand passage avec Jean-Jacques, puisque c'est plus de 50% de ma carrière, donc c'est les 2/3 de ma carrière. Donc il y aura à peu près 2/3 de chansons que vous connaissez. Mais même les autres, à mon avis, vous les connaissez aussi. Et ce soir, tu vas faire partie, Michael, de la famille Stars and Stories. On a une famille Stars and Stories. Ces rendez-vous, comme celui-ci au Casino 2000, et avec toi, la famille s'agrandit. On aimerait vraiment que ce soit une famille. Et donc, on a quelques photos des participants de Stars and Stories. Donc, je pense que tu en as croisé, sans forcément... les trois, oui. Les trois, tu les as croisés. Il y a Smaïn qui avait fait l'Opéra de Paris avec nous pour les Enfoirés. Henri Lecomte. Qui a voulu garer la voiture à la place de ma femme. Ah ouais, parce qu'il a un gros SUV américain et il pense qu'il peut la garer partout. Mais bon, ça dépend de la quantité de whisky qu'il a pris avant. Mais c'est un mec super sympa. Et c'est probablement un des meilleurs gauchers après McEnroe. Hein. Après... Manu, j'ai joué avec lui plein de fois. C'est un batteur extraordinaire, un musicien, artiste. Voilà, je pense que le mieux ce qu'il a fait, c'était Sledgehammer avec Peter Gabriel, mais partout où il est passé, moi je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, c'était avec Michel Jonas. On avait l'impression qu'il y avait deux batteurs déjà. Donc, voilà, c'est un musicien extraordinaire. Esmaïn t'a laissé un message. Bonjour mon cher Michael, c'est Smaïn. Voilà, on n'a pas eu l'occasion de se croiser beaucoup de fois, si une fois, il y a très très longtemps, pour ce spectacle des Enfoirés. On peut dire qu'on est les pionniers, on est dans les années 90, on se retrouve sur la scène avec Jean Goldman et tant d'autres artistes pour saluer l'œuvre de Coluche. Voilà, on se connaît peu, mais bon, je voulais saluer quand même le saltimbanque que tu es, qui va sur les routes de France apporter la musique, les chansons et la joie. Dire qu'on fait le même métier et que même si on ne se connaît pas, voilà, on est de la même famille. Voilà, je voulais vous saluer tous et puis vous souhaiter une très très bonne soirée. Salut Mickaël et c'était Smaïn. Ciao.
Merci beaucoup, Smaïn, qui était notre rendez-vous précédent. Avant toi, c'était Smaïn pour Stars and C'est un mec super sympa. Et il est drôle. Oui, c'est vrai. Jean-Jacques Goldman, dans la préface, il revient d'ailleurs, Smaïn, juste un petit mot, il sera en spectacle à la fin du mois de mars à Famec, vous pourrez aller l'applaudir. Voilà, Jean-Jacques Goldman a écrit dans la préface de ce livre, on s'est beaucoup inspiré de ce livre qui a été publié chez Robert Laffont, Mes plus belles années avec Stéphane Basset. Et donc, il a écrit ceci dans cette préface, Jean-Jacques Goldman, il dit de toi, pour bien le connaître, il faut avoir assisté à un match de rugby à Cardiff, au milieu des champs. Alors, des champs, CHANTS. Avoir visité Welshpool et bu une bière dans un des pubs. Et si possible, avoir passé une vingtaine d'années avec lui. Et si c'est juste une soirée, est-ce qu'on va te connaître un petit peu quand même, Michael, ce soir ? Oui, le plus important, tu ne l'as pas cité. Qu'est-ce que j'ai pas dit alors ? Dis-le. Il dit, pour moi, le concert le plus important, c'est la prochaine. Voilà. Et ça, c'est Welshpool. Voilà, Welshpool, voilà. Qu'il faut découvrir. Et alors, nous allons tout de suite faire un test. On va te soumettre à un test que, je pense, seul un Gallois peut réussir. Alors, vous voyez le truc vert, là. Ouais. Les gens, ils voient. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ben là, c'est le café où on allait jouer les chansons sur le jukebox pour les apprendre. Parce qu'on ne pouvait pas acheter tous les disques à l'époque. Et donc, on allait là-dedans, on mettait une pièce dedans, on l'écoutait à peu près 4-5 fois pour on emmenait nos guitares et ils nous laissaient apprendre les chansons. Alors, je vais retourner ce panneau que tu peux regarder. Oui. On va retourner quelques panneaux pendant la soirée. Voilà. Bon, je voulais te demander d'attendre pour le dire, mais déjà de nous expliquer de quoi il s'agit. Mais on va te laisser le redire juste après. Bon, c'est un village dans l'île d'Anglesey, qui est au nord du Pays de Galles, pas loin de la base de RAF où William a été pilote. Et c'est le village qui a le nom le plus long d'Europe. Ce qui paraît qu'il y en a pire en Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc voilà. Donc c'est marqué l'église de Marie de près de la grotte rouge et les eaux tournantes, etc., etc. Et si vous y allez, vous verrez sur le quai de la gare, c'est écrit comme ça, en gallois, et c'est écrit en phonétique pour les Anglais, en dessous. Alors, pour vous, vous allez dire que c'est imprononçable, mais il faut savoir qu'en gallois, le W est un double U et c'est un voyelle. Ouais. Comme dans le latin. Peut-être une dernière fois, Michael. J'ai oublié Win Robert. Le nom du village mériterait peut-être qu'on lui consacre une chanson. Enfin, il y en a peut-être déjà. Voilà, on va retourner un autre panneau, Michael. Ça, c'est mon frère et moi. Là, c'est mon frère Claude. Et ça, c'est moi. Voilà, et tu es né donc à Welshpool, effectivement. Oui. Welshpool, on est bien en fait, au nord de Cardiff. C'est une photo d'école maternelle. Voilà. Et tu es né dans une maternité assez spéciale quand même, Michael. Bah, pas du tout. Mais donc très spéciale. Voilà, en fait, mon père était donc militaire et quand je suis né, il était basé en Allemagne. Et donc, ma mère a perdu les os à l'endroit où elle habitait, c'est-à-dire chez ma grand-mère, au golf club de Welshpool. Il avait neigé, il y avait à peu près 1 mètre de neige. Et mon grand-père a essayé d'emmener ma mère à l'hôpital. Il n'a pas réussi. Et mon grand-père était paysan, mais il était greenkeeper. Sur le golf, il savait conduire les tracteurs, mais il n'avait pas le permis, comme beaucoup de gens à l'époque.
Mais le médecin, lui, il avait le permis. Et donc, il est venu au clubhouse et il a accouché ma mère au clubhouse, le golf club de Welshpool. Donc, oui, je suis né dans un golf. Et le golf a été important parce que tu as passé ton enfance au golf. Et mon premier terrain de jeu était le parking practice. Effectivement, ouais. Voilà. Et tu es golfeur aujourd'hui, hein. J'aimerais bien jouer. Mais, c'est les mêmes. Ouais, les mêmes un peu plus tard. Voilà, avec les mêmes dents. Ouais. Tes parents, revenons peut-être sur tes parents qui se sont rencontrés juste après le débarquement. Ton papa a débarqué donc le 6 juin 1944 et tes parents se sont connus en France. Voilà, en Normandie. Voilà, c'est pour ça que s'il n'y avait pas eu le débarquement, je ne serais pas là. Et tu écris, Michael, que tu ne sais pas très bien, d'ailleurs, tu leur as jamais vraiment posé la question, tu ne sais pas très bien, ou tu les questions, on les a posées. Ah oui, il n'y a pas eu de réponse. Pas eu de réponse. Jamais. Non, mon père, il n'en parlait pas. C'est comme s'il avait honte d'être revenu, quoi. Donc, c'était probablement quelque chose pour eux qui les avait trop marqués. Ça devait être terrible. Donc, je lui ai laissé dans sa silence et j'ai même écrit une chanson là-dessus que j'ai chantée le 6 juin de cette année, non, de l'année dernière maintenant, parce qu'on est en janvier, sur France Télévisions, et qui sera une des chansons de la prochaine tournée. Et le prénom de ton père, donc Merrick, si j'ai bien compris, c'est l'équivalent de Michael? Oui. C'est pour ça que j'ai ce nom-là, parce qu'il fallait angliciser. Ouais. Mais ta maman souhaitait te prénommer Michel? Non, elle s'appelait Odette. Odette Jeanne Lallemand. Qui souhaitait parce qu'il y avait eu l'idée de donner le prénom de Michel. Non, l'histoire de Michel, c'est pas ça. C'est quand je suis arrivé à l'école maternelle, ma mère ne pouvait pas dire Michael. Elle ne parlait pas un mot d'anglais, ou très peu. Et donc, elle a dit Michel. C'était après. Ouais. Voilà. Donc, j'ai plein d'amis à Welshpool qui m'appellent encore Michel. Et ton papa, tu ne l'as rencontré vraiment qu'en 1955, quand il est rentré, parce qu'il a eu une longue vie de militaire. Hein. Voilà. Je me demandais qui c'était, ce monsieur. Et ma mère a dit, c'est ton père. Voilà. Au Pays de Galles, ce qui est très important, alors on parlait du golf, le rugby, c'est très important. Tu as joué, quand on grandit, qu'on est un petit garçon au Pays de Galles, on joue forcément au rugby? Oui, parce que le meilleur match de l'année, c'est contre les profs. Bon, on ne s'occupait pas trop du ballon. Parce que j'ai fait l'école à une époque où il y avait la punition corporelle. Et bon, on en prenait de temps en temps la canne. Pour ceux qui ont vu Harry Potter. Voilà. Et donc, mais les profs, ils savaient qu'on allait se venger pendant le match de rugby. Donc c'était le meilleur match de l'année, encore plus important que le tournoi. Alors à ta gauche, Michael, une guitare. Et donc oui. Je pense que tout le public, chacune a remarqué qu'il y avait une guitare et donc elle ne va pas faire que de la figuration, cette guitare, ce soir. Non, donc non. Ce sera à la fin de notre rencontre. La guitare, alors cet instrument arrive comment? Qu'est-ce qui va te rapprocher de la guitare? Alors, je crois que je l'ai bien expliqué mais dans le bouquin, mais en fait, il y a une tradition au Pays de Galles, ou dans beaucoup de pays anglo-saxons, où à Noël, on chante des cantiques de Noël. Les Christmas carols. Voilà. Et nous, les gamins, on allait, un peu comme en France, Halloween, mais on nous donnait des sous au lieu de nous donner des bonbons. Et avec les sous, on achetait des cadeaux pour les parents. Et donc, avec mes potes, on s'est rendu compte que ça rapportait beaucoup plus si on chantait dans les pubs. Mais dans les pubs, le mec était venu pour boire, jouer aux fléchettes, etc. Et donc, fallait qu'on ait un instrument pour s'accompagner. Et il se trouve qu'à l'époque,
le seul instrument transportable, c'était la guitare. Et donc, on a pris les guitares, on a appris les accords qu'il fallait pour pouvoir faire ces chansons. Et surtout, on chantait à plusieurs, donc en harmonie. Donc, c'était jamais à unisson, parce que ça, on avait appris à l'école. Et comme on chantait bien en harmonie, ben, on ramassait pas mal de thunes. Donc, ce sont les premiers concerts. Voilà. Mais tu as grandi dans une famille musicienne? Mon père jouait du violon, ma tante jouait du piano, ma grand-mère jouait du piano et de l'orgue. Mais bon, au Pays de Galles, on tombe un peu dedans quand on est petit, quoi. La musique, elle est partout, au l'été en tout cas. Et tout le monde chante aussi. Oui. Bah, il suffit d'aller au match de foot à Cardiff Ouais. et vous verrez deux choses étonnantes qu'on ne vous montre jamais à la télé. Premièrement, le choral qui chante l'hymne national, mais qui font un concert pendant que les gens rentrent, qui est fabuleux, et le bouc. Vous l'avez jamais vu, le bouc, pour ceux qui regardent. Mais pourtant, il est là, avec son uniforme militaire. C'est l'emblème national de l'armée des Welsh Guards. Et il est là pour tous les matchs de rugby. Bon, à mon avis, de temps en temps, il change. Hein. Tu parlais de ta grand-mère. Ta grand-mère va donner un petit coup de pouce pour te permettre d'acheter ta première belle guitare. Oui, elle m'a donné des sous. Parce que encore, ça coûte encore cher aujourd'hui, mais à l'époque, avoir une bonne guitare, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, on peut trouver des bonnes guitares à des prix abordables. Bon, de temps en temps, il faut faire une commande en Allemagne maintenant, mais bon. Mais à mon époque, les belles guitares étaient très très chères, donc même avec tous les économies que j'avais pas les moyens d'acheter une belle guitare, donc c'est ma grand-mère qui m'a aidé. On peut dire que tu vas vraiment, au fil des années, te passionner pour l'instrument, pour la guitare, travailler, tu vas beaucoup travailler. C'est un instrument ingrat. Ouais. Ah oui. Ouais, donc ça commence par faire très mal aux mains. Et ensuite, donc, on a de la corne, donc ça va mieux. Mais c'est pas un instrument facile à apprendre, parce que aussi la lecture, elle est compliquée. Parce que sur une guitare, bon, je peux vous montrer tout à l'heure, mais il y a 4 fois la même note à 4 endroits différents, laquelle on joue. Donc depuis que les tablatures existent, maintenant on le sait, mais à l'époque, il fallait choisir par rapport aux autres notes qu'on avait à jouer où on mettait les doigts. Ce que tu dis, alors il t'est arrivé de déménager dans ta vie et tu as laissé beaucoup de choses. En revanche, tu n'as jamais laissé tes guitares quand tu passais d'une maison à l'autre, d'une vie à l'autre. J'en ai laissé. Tu en as laissé, mais tu déménageais quand même avec des dizaines de guitares. Oui, mais en fait, on ne pouvait pas savoir à l'époque que ce qu'on avait dans les mains, un jour, valerait une fortune. Et donc, on les a revendus pour pas cher, pour acheter une autre. Et maintenant, il y en a quelques-unes que j'ai vendues. C'était une mauvaise idée. Je ne pouvais pas savoir. Ouais, non, mais maintenant, oui, c'est des guitares qui et aujourd'hui, très cher. Tu as combien de guitares, par exemple? Donc chez toi, à Lyon? Un peu plus de 50. Quelque part entre 50 et 60. Entre 50 et 60 guitares. Et quand tu pars en tournée, sur la route, tu fais un casting de guitares? Non, j'ai mes guitares que j'ai dans le studio pour avoir tous les sons que je veux dans le studio. Et j'ai mes outils de travail qui sont souvent les mêmes. Par exemple, celle-là, je ne l'emmène plus parce que c'est une Stratocaster de 1963. Et s'il arrivait quelque chose, c'est une guitare aujourd'hui qui vaut entre 20 et 60 000 euros. Donc il ne faut pas lui faire prendre des risques. Elle reste à la maison. Alors je vous précise qu'on va regarder tout au long de cet échange des photos
pour certaines qui nous ont été envoyées par Magali, qui est avec nous ce soir, qui posera, voilà, qui est juste là. Ouais, Et voilà, on peut applaudir Magali. Alors, j'ai dit que le valeur aujourd'hui, mais à l'époque, je l'ai acheté, j'ai payé 2000 francs en francs. Donc, on a des photos de Magali qu'on va découvrir, et puis Magali posera aussi quelques questions. Alors, la tenue de scène que j'ai là, ouais. on est allé au Vietnam et je ne suis pas revenu avec. Ils me l'ont lavé dans une machine à laver. C'était en soie. Et après, c'était taille enfant. Là, on te sent, c'est assez à l'aise, effectivement. Donc après, il avait un peu. C'était le mode à l'époque, les ouais, palettes et tout ça. C'est vrai. Alors voilà, on va regarder les photos. Ton premier groupe à 12 ans, le voici. Ça, c'est les Rockets. The Rockets. Voilà. C'était mon tout premier groupe. Et à gauche, c'est mon frère, Claude, lui. Et malheureusement, celui qui est à côté de mon frère est décédé. Mais à Noël, il y a 2 ans, avec tous les autres, on a mangé ensemble à Welshpool. Voilà. Sachant que toi, tu es à droite, là, sur la photo. Moi, je suis à droite, oui. Effectivement. Les 2 Johns sont à l'extrémité. Il suffit de regarder les oreilles. Il y a eu plusieurs groupes dans ton enfance? Alors, après celui-là, c'était The Urban District Council Dip Dop Band. C'est pas mal. Et après, je suis venu en France. On va en parler de l'arrivée en France, sachant que toi, tu étais fan des Beatles. Il y a eu une révélation quand tu as entendu Apache, le morceau. Et puis, tu écoutais Jerry and the Pacemakers, non? Oui. Moi, j'ai écouté cette version qui est dans un film qui est sorti cette semaine, qui s'appelle Jouer avec le feu, avec Vincent Lindon. Et le générique de fin, c'est Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone, la reprise. Oui. Alors, leur premier tube, c'était une chanson que les Beatles avaient refusée. C'est How Do You Do? How do you do what you do to me? I wish I knew. Et c'était numéro 1. Après, il y avait Ferry Cross the Mersey et ensuite You'll Never Walk Alone. Et d'ailleurs, quand Jerry est mort, j'ai publié la chanson sur Facebook. Donc, si vous regardez Michael Jones, You'll Never Walk Alone, elle existe quelque part. Ouais, qui est une chanson qui est extraite d'un musical de Rodgers and Hammerstein, Carousel. Voilà, et c'est la chanson la plus chantée au monde. Parce que tous les matchs de Liverpool, ils chantent cette chanson. Et de Glasgow, les Celtics, je crois. C'est un des 2. Si on reparle d'écouter de la musique quand tu étais gamin, chez toi à la maison, c'était pas si facile, hein, Michael, parce que tu n'avais pas accès au tourne-disque. Non. Pas avant un certain âge. Hein. Il se trouve que j'ai fait une connerie. Ma première guitare électrique, je ne sais même pas si c'était la mienne ou une qu'on m'avait prêtée, j'avais pas d'ampli. Mais je pouvais la brancher dans la radio. Mais ça sonnait bien dans les radios à lampe à l'époque. Mais je l'ai cramé. Et donc là, on m'a interdit le tourne-disque. Ouais. Mais tu as toujours été bricoleur, finalement. Pardon? Tu as toujours été bricoleur, enfin technique, etc. Tu te destinais oui, d'ailleurs. J'adore ça. Ouais. Mais à 12 ans, déjà, je bricolais les motos. Oui, et mes guitares, les guitares qu'on achetait au début, c'était pas des super guitares, donc fallait les améliorrer comme on pouvait. Et d'ailleurs, je continue maintenant à régler mes guitares moi-même. Il y a une personnalité qui a été importante dans ton enfance et pour te permettre de faire de la musique, de jouer, c'était Father Earl. On a la photo de tout le groupe de l'époque là, oui. Qui était le prêtre. Et d'ailleurs, tu lui as consacré une chanson, sachant que le premier local de répétition, c'était la sacristie. C'était très sympa de la part de Father Earl. En fait, il était malin. C'est-à-dire que il ne savait pas comment faire pour nous faire venir au catéchisme. Et donc, il a eu l'idée, qu'est-ce que vous voudriez faire après, si vous venez? Et donc, on a dit, nous, on veut faire de la musique. Et voilà, donc, il nous a dit, ben voilà, parce qu'on venait de construire une nouvelle église, et l'ancienne église avait été démolie,
mais il restait le sacristie. Et comme on bricolait tous un peu bien, on n'était pas vieux, hein, on n'était pas grands, mais on avait tous des parents plus ou moins qui travaillaient dans le bâtiment et qui nous emmenaient des fois sur les chantiers, donc on savait à peu près comment s'y prendre. Et on a refait le toit, on a installé les toilettes, lavabo, et on s'est fait une salle de répète là-dedans, et on a répété pendant des années. Et donc sur la photo, tu es où? Moi, je suis en plein milieu derrière avec le sourire un peu bizarre. C'est ça, voilà. Et celui qui a la grande gueule ouverte, c'est mon frère. Juste à côté, effectivement. En France, le premier voyage, en 1971, donc tu prends la route vers la France. Alors c'est vrai que je me suis dit, sa maman est française, Michael a dû grandir dans une ambiance bilingue finalement à la maison, avec peut-être parler français avec ta maman, etc. Mais pas du tout. Quand tu arrives en France, you didn't speak French. Ma mère a dû me parler en français parce qu'elle ne parlait pas anglais. Mais comme elle partait voir mon père à l'étranger, en Allemagne, c'est surtout ma grand-mère qui m'a élevé au début. Et donc, elle me parlait en gallois et en anglais. Donc, enfant, je parlais gallois et anglais. Mais français, non, pas du tout. Tu dis avoir appris le français avec de saines lectures, donc Lucky Luke, Astérix. Alors, quand je suis arrivé en France, Lucky Luke était gratos dans les stations. Bon, il n'y en a pas qui sont assez vieux pour se rappeler de ça. Si, je ne me rappelle plus je crois que c'est même une compagnie pétrolière qui n'existe plus. Je ne me rappelle plus, mais tous les Lucky Luke étaient gratos chaque fois qu'on faisait le plein. Et donc, je commençais avec Lucky Luke, et après, j'ai commencé à lire des bouquins intellectuels comme Astérix, parce que c'est vachement bien écrit. Et c'est probablement le livre le mieux traduit au monde. Parce que vous pouvez lire les versions anglaises, et ils ont traduit même les jeux de mots. C'est impressionnant. Vous savez comment s'appelle idée fixe en anglais? Dogmatics. Et panoramique, c'est get a fix. Non, mais ils ont tous des raccourcis que je ne me rappelle plus, mais c'est même genre. En France, tu vas assez rapidement rencontrer des musiciens? En fait, quand je suis venu en vacances avec mes parents, c'était dans le village de ma mère, qui s'appelle, le village s'appelle Villebodon, qui est juste à côté de Villedieu-les-Poêles, qui est la ville de Pierre Garnier. Et donc, c'était la fête de la Sainte-Anne, et il y avait un groupe qui jouait. Et avec mon frère, on est allé les écouter faire la balance, et ils étaient vachement bons. Et après, ils se sont demandé, c'est quoi ces deux British là qui viennent nous espionner? Et donc, ils sont venus nous parler. On a sympathisé. J'ai fini par jouer avec eux le soir. Et j'ai passé mes vacances avec eux. Et à la fin de mes vacances, ils m'ont proposé de venir jouer avec eux l'année suivante. Qui n'était pas du tout prévu, parce que je n'avais pas du tout prévu de faire de la musique. Je devais faire un autre métier complètement différent. Et je me suis dit, tiens, je prends une année sabbatique. Ça fait plus de 50 ans que ça dure. C'est effectivement une longue année sabbatique. Et donc ce groupe, c'était Hubert. Alors là, c'est l'autre, mais il y a. Non, ça c'est Bodyssey. Ça c'est voilà, Bodyssey et Hubert, Voilà. Hubert Travers et les Traversins, c'est ça? C'est ça. Ils avaient le sens du nom, hein, pour le groupe Hubert Travers et les Traversins. Alors, c'était mon premier disque d'ailleurs avec eux. Et là, j'avais réussi, j'avais assez de cheveux pour cacher mes oreilles. Donc ce groupe Bodyssey, c'est drôle ce que tu écris à propos du sous-titre, on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est toi qui l'avais choisi, enfin trouvé. Tu écris à propos de Bodyssey, 4 garçons dans le van. Voilà. Eh oui. Le van qu'on conduisait, hein.
Alors, il y a eu un premier mariage. Tu as eu une fille, une première fille. Je me suis demandé si, quand tu as choisi le prénom pour ta fille, si tu as pensé à cette actrice américaine. Je la connaissais. Tu la connaissais? Pas personnellement. Non, oui. Mais donc cette actrice, c'est... J'étais pas influencé par le nom de l'actrice, c'est juste ça sonne. Et moi, je voulais toujours que mes enfants aient des noms qui sonnent. Pour moi, c'est plus important qu'autre chose. C'est-à-dire qu'elles peuvent porter leur nom avec fierté. Donc cette actrice, c'est... Là, par exemple, Jones. Il y a des gens aujourd'hui qui donnent des noms à leurs enfants parce que c'est un souvenir. Ça peut être... Mais ils donnent des noms de voitures, quoi. C'est incroyable. Et après, l'enfant, il faut vivre avec ça. Hein. Alors Jennifer Jones, qui a d'ailleurs joué au cinéma des rôles de française, puisqu'elle a joué Bernadette Soubirous et Madame Bovary. Et donc Jennifer Jones, c'est ta fille, pas elle, bien sûr. Elle a joué dans un film. Jennifer Jones, ta fille? Jennifer Jones, ma fille. Ah oui? Oui. C'est un film qui était tourné avec Depardieu et Marie Gélin à l'île Maurice. C'est Mon père, ce héros. Et il y a une scène où il y a des gens au bar derrière et une des personnes au bar, c'est ma fille. Et elle jouait, d'ailleurs, elle jouait face à la caméra et sinon elle jouait hors caméra où elle passait du temps avec Marie Gélin à l'époque qui était voilà, ils étaient, oui, comme deux sœurs. Ouais. Alors, ta fille est devenue pilote de ligne. Elle est maintenant commandant de bord instructrice à Air France, oui. Et toi, tu pilotes aussi? Oui, je pilote aussi. Et mon épouse aussi, elle pilote. Et c'est génial. Mais il n'y avait pas d'aéroport ici. Non. Donc on est venu en bagnole. Ouais. Mais d'ailleurs, tu dis que tu es devenu pilote pour aller chercher les enfants. C'est pour ça que tu t'es mis à piloter. C'était pas forcément la passion du pilotage, mais c'était plus pratique en pilotant. En fait, la première raison, c'était j'étais plein vente arrière à Chambéry-Aix-les-Bains. C'est-à-dire que tous les week-ends, il me passait au-dessus de la tête. Et je me suis dit, if you can't beat them, join them. Et donc, je suis allé voir. Et c'est un truc bizarre, ça devient passionnant tout de suite. Hein. Et donc, j'ai passé mon brevet en très peu de temps. Et après, je me suis dit, tiens, si j'allais chercher mes enfants. Parce que mes enfants étaient à Caen et moi, j'étais à Aix-les-Bains. Et donc, je suis allé les chercher. Et Jennifer, chaque fois qu'elle était dans l'avion, elle dormait. Donc, elle voyageait plutôt bien. Nous allons retourner, enfin, je vais retourner une troisième photo, Michael, qu'on ne sera pas surprise de découvrir. Il faut bien qu'on y arrive. Donc, cette photo. Oui, quelle honte. Voilà, là c'est facile, c'est pas comme avec ton frère, là on sait bien. Non, mais quelle honte. Ils m'ont obligé à mettre le Union Jack. Ça, c'est la faute de Bernard Schmitt. Voilà. Mais bon. Et j'avais les cheveux. J'ai essayé de me coiffer un peu pareil, mais ça ne marche plus. Et tout commence, Michael, avec une petite annonce. Alors, j'étais abonné à un journal qui s'appelle, toujours d'ailleurs, le Melody Maker. Et donc, je recevais ce journal toutes les semaines et je parcourais les petites annonces parce que c'était drôle. Et il y avait une annonce, groupe français chantant en anglais, cherche guitariste, chanteur. Et donc, je me suis dit, bon, le chant et la guitare, ça va, je vais travailler mon anglais. Et c'était pour remplacer le mec à côté de moi. Lui. Parce qu'il ne voulait pas partir en tournée. D'ailleurs, il avait raison, ça n'a pas marché du tout. Et c'était dans ce groupe-là, donc le Taifong. Voilà. Donc toi, tu es parti, et effectivement, ça n'a pas été un gros succès. En fait, je ne suis pas parti. Jean-Jacques et moi, on est partis tous les deux ensemble.
Mais tu l'as fait, la tournée Taifong On a fait le 3e album. Ouais. Et après, on a décidé tous les deux d'arrêter parce que on n'écoutait plus la même musique. Jean-Jacques et moi, on écoutait AC/DC et eux, ils écoutaient Pink Floyd ou Genesis. C'est de la musique qui ne nous intéressait pas trop à l'époque. Et ce qui est certain, c'est qu'avec Jean-Jacques Goldman, ce fut un véritable coup de foudre musical. Ah oui, totalement. C'est que le premier jour qu'on se rencontre, on a fait le bœuf ensemble pendant 2 heures après. Et c'était génial. Ouais. Mais sinon, tu avais ta vie de musicien encore. Enfin, tu jouais par exemple avec Weekend Millionnaire. Et ton premier Olympia, tu l'as fait avec Weekend Millionnaire. C'était après Taifong. C'était après, oui, c'est ça. Voilà. En fait, le producteur de Taifong s'appelait Jean Maresca. Et il était aussi le producteur de Weekend Millionnaire. Et avec Taifong, je faisais guitare et basse. Et donc, il cherchait quelqu'un qui pouvait faire les 2 instruments. Parce que de temps en temps, le bassiste de Weekend Millionnaire voulait prendre la guitare. Et donc, à ce moment-là, je prenais la basse. Et voilà, j'ai fait 1 album et demi avec eux. Et demi parce que pendant le tournage de cet album-là, je suis parti. J'ai quitté le groupe. 1983, un appel de Jean-Jacques Goldman. Oui. Qui doit partir en tournée. Et tout ne se passait pas très très bien. Ah non, ça se passait très bien à ce moment-là. C'est-à-dire que il allait partir sur la route avec c'est ça. des musiciens avec les musiciens de Michel Jonas qui étaient plus ou moins imposés par la maison disque, mais qui ne connaissaient pas du tout. Et donc, il voulait avoir quelques personnes qui connaissaient avec lui. Et donc, il y a 2 personnes qu'il a choisies. C'était Pimpin au saxophone et moi. Et il y avait un autre chanteur qui débutait avec lui à l'époque chez Sony, qui s'appelait Didier Macaga. Mais Didier Macaga, c'était le début des emmerdes. Il chantait très bien, mais très jeune, indiscipliné, il était incapable de jouer 2 fois de suite la même chose. Et donc, évidemment, ça ne plaisait pas aux autres musiciens qui étaient la crème de ce qui se faisait en France à l'époque, dont Manu Katché. Et donc, ça partait en vrille tous les soirs. Et Jean-Jacques, au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. Il a viré tout le monde, sauf Pimpin et moi. C'est ça. C'est à ce moment-là que ça ne fonctionnait plus. Voilà. Et donc, va s'opérer un remaniement, non pas ministériel, mais musical. Hein. Et ça, tu vas le mener, ce remaniement. Ah, j'ai pas compris. Non, je veux dire, il va y avoir un remaniement au niveau des musiciens. Ah, ben il a viré tout le monde sauf Pimpin et moi. Et donc, toi, tu vas aller chercher les autres musiciens. Voilà, sauf un que j'étais sur le point de rencontrer, et Jean-Jacques l'a rencontré sur un plateau de télé. C'était le bassiste d'Alain Souchon, qui s'appelait Claude Le Perron. Et après, je suis allé à Nantes, et on a engagé d'autres musiciens de Nantes et le batteur de Weekend Millionnaire qui était Jean-François Gauthier. Et c'était la première formation. Après, ça a changé un petit peu. Parce que, sur la première formation aussi, il y avait le pianiste de Weekend Millionnaire, Lance Dixon, qui était australien. Et ce que va te dire Jean-Jacques Goldman, il te dira ceci, c'est la première fois que j'ai l'impression d'entendre ou d'écouter mes chansons. Voilà, on répète, il a dit, c'est la première fois que je reconnais mes chansons. Ouais. Donc c'est un sacré compliment. Là. Nous, on essaie de s'approcher le plus possible de ses goûts. On voulait surtout pas trahir ses chansons et se rappeler des bonnes parties. À ce moment-là, Jean-Jacques Goldman travaillait encore dans le magasin de sport familial à Montrouge. Oui. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas parti en tournée avec Taifong. Il avait un boulot. Les 2 Vietnamiens, Thai et Can, ils étaient plutôt des enfants d'un
d'une riche famille vietnamienne. Ils n'avaient pas besoin de travailler. Et ils ne comprenaient pas, mais voilà. Alors, et dans la famille Goldman, il y avait également... donc, voilà, il y a, Pierre qui a été assassiné, on connaît l'histoire, il a été assassiné en 1979, un film a été tourné récemment. Et puis il y a Robert. Et Robert, lui aussi, était impliqué dans l'aventure du magasin. Et il y avait toute la famille. Il y avait toute la famille, oui. Et va devenir auteur-compositeur lui aussi. Mais il était déjà musicien. Et il est d'abord devenu producteur. C'est lui qui a produit tous les tournées à partir de entre gris clair et gris foncé. Et ensuite, grâce à toutes les connexions, effectivement, on a commencé à demander des chansons à Robert. Au début, il voulait évidemment des chansons de Jean-Jacques, mais Jean-Jacques, fallait vraiment qu'il ait des infinités avec l'artiste pour qui il écrivait. Et donc, je pense que Robert a dû dire Jean-Jacques ne le ferait pas, mais moi, j'ai une chanson peut-être. Voilà. Et alors, il les savait. C'est ça le pire. Allez, on va écouter une chanson. Et oui. Cette chanson. C'est-à-dire qu'avant cette chanson, impossible d'avoir un crédit à la banque. Et après, j'avais tout ce que je voulais. Après cette chanson, j'avais plus besoin de payer mes guitares, ni les fringues, ni les hôtels. En fait, je commençais à gagner un peu d'argent et c'est à ce moment-là, j'avais tout gratos. C'est con, hein. Mais bon, j'ai pas trop en profité parce que j'avais pas trop envie de voir. Et parce que je me suis dit, il donne, mais c'est que il va y avoir un retour de manivelle quelque part, quand même. Donc, mais il y a certaines personnes avec qui on a gardé des partenariats, notamment Takamine, qui était une marque de guitare qui nous ont soutenus tout au long de notre carrière. Lag aussi. Et donc, on a eu des partenaires avec certaines personnes. Les fringues, non, on a fini par les payer. Ouais. Alors, il faut remercier Monique Lemarcy aussi, qui était la programmatrice musicale à RTL, qui a 90 ans, Monique Lemarcy, qui devait pousser, en fait, si j'ai bien compris, Je marche seul, et elle a choisi de pousser Je te donne. Oui, Monique Lemarcy était une personne qui pouvait faire ou non un artiste. C'est-à-dire qu'elle avait un tel pouvoir artistique parce qu'elle était clairvoyante, elle était super forte. Et c'est elle qui a insisté pour programmer Je te donne. Et voilà, on a vendu 1,5 million. Oui, alors tu parlais de la banque, enfin, etc. Il faut dire que puisque tu es co-auteur de cette chanson, Je te donne. Oui, j'en ai fait plusieurs comme ça avec Jean-Jacques, mais c'était la première. C'était pas le premier duo. Le premier duo, c'était une chanson de Tai Fung qui s'appelle Cherry. Ouais. On va regarder une autre photo, si tu le veux bien. Ça me fait de plus en plus peur. Il y a de l'émotion, c'est certain, quand on regarde cette photo, effectivement. Eh oui. Donc de Coluche, Daniel Balavoine, qui sont décédés tragiquement tous les deux en 1986, donc en janvier et en juin. Et d'ailleurs, vous deviez fêter ensemble votre anniversaire, parce qu'on avait 2 jours différents. Effectivement. Donc, toi, tu es né le 28 janvier, Daniel Balavoine, donc le 5 février, si je ne dis pas de bêtises. Et vous deviez. Je crois que c'était moins que ça, mais bon, oui, même genre. Oui, c'est ça. Et vous êtes né la même année aussi. Voilà, on avait le même âge. Bon, il me devait le respect. Mais j'ai lu cette anecdote aujourd'hui. Moi, je pense que tu es au courant. Moi, je l'ignorais d'ailleurs que. Au moment où Daniel Balavoine est monté dans l'hélicoptère, au départ, il ne devait pas prendre cet hélicoptère. Mais c'est pire que ça, c'est que le pilote s'est détourné pour un appel au secours. Et il n'aurait pas dû parce que il y avait une tempête de sable. Donc c'est un tas de petites erreurs qui ont fait... Voilà. Mais c'est souvent ça. Ça, c'est... quand on vole...
il ne faut jamais oublier que il faut que ça arrive en bas à un moment ou un autre, mais c'est mieux que ça arrive sur les roues doucement. Ouais. Et d'ailleurs, alors pour terminer cette partie-là, enfin, du drame, au départ, c'était pas donc Daniel Balavoine qui devait monter dans l'hélicoptère. Non. C'était Yann Arthus Bertrand, le photographe, et Thierry Sabine lui a demandé s'il voulait bien laisser sa place à Daniel Balavoine. Tu étais présent à Canal+ quand Coluche a sollicité Jean-Jacques Goldman. Tu as vécu ce moment bien sûr, pour les Restos du Cœur. J'étais dans les loges avec Jean-Jacques parce qu'on faisait une émission de Michel Denisot. Et donc, Coluche il rentre dans la loge, toc toc, salut, et il se présente, comme si on ne savait pas qui c'était. Et il dit, voilà, j'ai lancé un truc pour faire manger les gens qui ont faim, mais on a un peu de problème économique et il nous faudrait des sous. Et on s'est dit, le mieux, ce serait peut-être de sortir un disque. Et donc, comme c'est vous qui marchez le mieux en ce moment, il regarde Jean-Jacques et je viens de te demander. Et Jean-Jacques a dit, c'est pour quand? Je crois que Coluche a dit pour hier. Et donc, Jean-Jacques a dit d'accord. Et 4 jours après, Coluche avait la chanson. Et il me regarde, il me dit, tu fais quoi ce soir? Je dis, je dors à l'hôtel. Il me dit, viens à la Courneuve, on va jouer au foot. Et donc, j'ai eu en face de moi quelqu'un de la région qui s'appelle Didier Six. Et il m'en a mis plein la gueule. Lui, c'était un vrai footballeur. Moi, j'ai appris le rugby. Toi, tu es un rugbyman. Voilà. Mais ces mecs-là, ils sont tellement puissants que tu peux même pas les tacler. C'est pas possible. Et c'était un international très connu. À la fin du match, il est venu me voir et me dit, je peux voir une photo avec ma fille et toi? C'est un monde à l'envers. C'était Didier Six, quoi. Voilà, bon. Donc c'était le début effectivement de l'aventure à Des Enfoirés et la tournée est arrivée quelques années plus tard, donc en 1989. Au départ, c'était pour une seule fois finalement. C'était pas prévu que ça dure des décennies. Mais il s'est passé un an après la fameuse tournée. Et c'est Jean-Jacques qui a dit à Véronique, Colucci, oui. On ne peut pas laisser tomber ça, il faut recommencer. Et donc, on a fait la fameuse Opéra de Paris avec Smaïn. Et c'était le rencontre avec Muriel Robin. Il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui voulaient le faire. Renaud l'a fait avec Francis. Patricia Cass. Et il y avait donc Muriel, Smaïn, Patrice Martin, je crois que c'est Patrice Martin, un danseur étoile, qui était le directeur de l'opéra à l'époque, et Patrick... danseur encore? Imitateur. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Désolé, Patrick. Et oui. Voilà, donc il n'y avait que ça. Et à la fin de l'émission, on a été invité par Michel Charasse, qui était à l'époque ministre de l'économie. Et c'est grâce à lui qu'on a eu la loi Coluche qui fait que vous pouvez déduire vos dons des impôts. Maintenant, n'importe quelle association, vous pouvez déduire ce que vous donnez. Et c'est grâce à Coluche. Et on a dîné là-dedans, et là, j'ai vu où partir mes impôts. Ah oui, parce que c'est luxueux. Hein. Tu vas participer à 27 éditions, c'est ça, des Enfoirés? Non, plus de 30. Ah, moi, je suis allé sur le site des Enfoirés. Alors, bon, il n'est pas à jour, alors. Parce que j'ai trouvé des chiffres très précis, mais c'est peut-être pas actuel. Tu vois, j'ai trouvé 27 fois aux Enfoirés, enregistré 2 chansons, interprété 85 chansons chant, a joué 44 chansons musicalement et a accompagné entre chœurs, etc., 275 chansons. Statistique précise pour Michael Jones. Oui, je crois que c'est plus de 27, ouais. Parce qu'ils n'ont pas dû compter la première tournée. Et j'y étais. Mais non, je crois que j'ai fait 30 à la fin. Ouais. Ouais. Avec un dernier duo en 2016, avec Jean-Jacques Goldman.
Vous avez chanté Encore un matin. Oui, Et puis pourquoi... en interlude, parce que les interludes, c'est entre les scènes. Voilà, oui. Et pour toi, la dernière édition, donc en 2021, et tu dis que souvent, toi, tu étais aussi remplaçant quand un artiste ne pouvait pas être là à un moment donné. Tu étais le joker, finalement. On était plusieurs. C'était surtout Jean-Jacques et moi, parce que souvent, il y avait des artistes qui venaient que pour l'émission et qui ne venaient pas avant. Et c'était souvent compliqué avec les comiques et les comédiens, parce que ils étaient en tournage souvent, et donc ils arrivaient à voir les week-ends, mais pas les jours de semaine. Et aussi les sportifs qui, eux, avaient des matchs ou autre chose, entraînement, etc. Et qui ne pouvaient pas se libérer. Donc c'est nous qui nous collons à faire toutes les chansons. Mais évidemment, sur l'émission, ce n'était pas nous. Il y a même, si vous regardez Les Enfoirés à Marseille, quand on tourne le dos, il y a nos noms, il y a moi sur scène, mais je n'ai pas fait les autres dates parce que j'étais en train de parcourir l'Europe pour enregistrer la deuxième version des chansons des Enfoirés. Et donc j'avais été à Turin faire Zidane, etc. Donc, mais j'y étais à Marseille. Alors, on a vu les photos, Goldman, Jones, bien sûr. Il manque Fredericks. Hein. Ah, ça, je sais où c'est. Ouais. Ouais, c'est un souvenir bizarre. C'était sur un... Parce qu'à l'époque, Ricard avait une scène mobile et qui faisait des tournées un petit peu partout. Un podium, ouais, un podium Ricard. Voilà. Et donc, je me rappelle très bien parce que le lendemain de ce concert, j'ai écrasé un chien sur l'autoroute. C'était dramatique. Parce que déjà, le fait de faire du mal à un animal, et il m'a cassé la voiture. Pourtant, c'était une Volvo, c'est solide. Et oui, c'était du côté de Feur, dans le 42, en revenant de Clermont. Et ça devait être en Normandie, à Alençon, je crois. Waouh. Quelle mémoire. Hein. Alors, Carole Fredericks est arrivée dans le groupe. Elle a remplacé, alors pas elle toute seule, mais elle a remplacé une troupe de gospel, c'est ça? Oui. On avait, pour le premier zénith de Jean-Jacques, un chœur gospel de New York. Et on était en train de manger un soir au catering. On était tous ensemble et Jean-Jacques a dit, voilà, on va partir en tournée, on ne peut pas emmener un chœur gospel parce que c'est trop de chambres d'hôtel, ça faisait trop cher par rapport au budget qu'on avait à l'époque. Et il a dit, il faudrait que je trouve une chanteuse qui peut faire le show à leur place. Et là, c'était unanime. Tous les musiciens ont dit Carole Fredericks. Nous, on ne connaissait pas, mais ils avaient raison. Ouais. Et quant au moment où vous êtes vraiment devenus tous les trois le trio, Goldman, Fredericks, Jones, comment ça s'est fait On était en train de monter à Paris pour faire une séance de studio, probablement pour l'Union Sacrée. Mais Carole n'était pas avec nous. Elle était montée, je ne sais pas comment, mais elle n'était pas avec nous. Et donc, on était tous les deux dans la voiture. Et Jean-Jacques a dit, voilà, mes prochaines chansons, je ne peux pas les faire tout seul, je vais monter un groupe. Donc, il y a toi, moi, donc dans l'autre sens. Et il nous faudrait une fille. Et j'ai dit, mais on l'a. Mais je suis sûr, dans sa tête, il savait déjà. C'était juste, il me tâtait pour savoir ce que je pensais moi. Et donc, Carole. Et donc, on était en studio avec Carole l'après-midi. Et Jean-Jacques lui a annoncé qu'on allait faire le groupe ensemble quand on attendait l'avion au Bourget pour redescendre à Clermont parce qu'on avait un concert le soir à Clermont. La veille, on était à Toulouse, on est monté à Paris, on a fait la séance
Et on est redescendu faire un concert le soir. Qu'est-ce que ça a changé? Tout à l'heure, tu parlais avec Je te donne ce que ça a changé financièrement dans ta vie. Là, tu le dis d'ailleurs en tournée, quand vous avez débuté les tournées, donc tous les trois, Fredericks, Goldman Jones, ça a changé au niveau des catégories des chambres dans les hôtels. Tu fais des plus belles chambres puisque tu étais tête d'affiche. Mais qu'est-ce que ça a changé dans vos relations à tous les trois, le fait d'être dans ce trio finalement, de former ce trio? Déjà musicalement, c'était fantastique. C'était quelque chose c'est-à-dire qu'on avait trois voix qui se mariaient parfaitement bien ensemble. On avait, sur le premier album Fredericks Goldman Jones, Jean-Jacques nous a fait répéter. Et il a très vite compris qu'il n'y avait pas besoin. Et sur tout ce qu'on a fait après, on ne répétait pas, on arrivait, on chantait et on savait ce qu'on avait à faire. C'était magique. Et pour ça, on s'est surtout rendu compte quand on a joué à Ouvéan, à Narbonne exactement, pour les sinistrés de Ouvéan, ou du sinistré de l'Aude à l'époque, parce qu'il y a eu des inondations à Vaison-la-Romaine, mais personne ne parlait de l'Aude, et c'était aussi grave. Et donc on était allés juste tous les trois avec 2 guitares, et on a fait 2 heures de concert, et là on s'est rendu compte qu'on avait besoin de personne en fait. Et je me rappelle, on a fait la même chose à Toulouse, au moment des Enfoirés. Et Maxime Le Forestier passait juste derrière nous. Il me dit, mais vous êtes des enfoirés. Comment voulez-vous que je vienne chanter ma petite Maison Bleue après ça? Il faut dire que c'est vrai que Carole Fredericks venait du gospel, elle-même venait du gospel. Du blues. Du blues. Et toi, tu venais du chant gallois. Voilà, mais Jean-Jacques, son premier groupe, contrairement à ce qu'on a dit à Tout le monde veut prendre sa place, son premier groupe s'appelait The Red Mountain Gospelers. Wow. Et donc, c'était un groupe de gospel. Ah, aussi. Voilà. Ouais. Et donc, on a tous vécu ça. Il faut savoir que le frère de Carole s'appelle Taj Mahal, qui est un grand bluesman américain. Toute sa famille chante, c'est des artistes. Et on aimait les mêmes choses. Alors, écoutons un bon moment, un grand moment, très beau moment musical. Fredericks Jones. Bon, je pensais à la vidéo, en fait. C'est un acte de mon... Mais c'est bien, voilà. Working for the man every night and day, but I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning, cranberry keep on burning, yeah, rolling, rolling, yeah. Voilà, grand moment, non, Michael? Alors, c'est Taratata, ça? Ça, c'est Taratata. Ouais. Ah, ouais. Mm-hmm. On avait à l'époque, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Mais bon. Mais il y a des versions live ici aussi. Jean-Luc Bertrand. Ah, avec RTL 9? Ouais. Et on a fait
pas mal de morceaux live ici. Mais c'est vrai qu'il était invité souvent, d'ailleurs, Jean-Jacques Voilà. Goldman. Hein. Il y avait une relation proche entre RTL9 Voilà. et Jean-Jacques Goldman, effectivement, à l'époque. Hein. Vous allez faire les plus grosses tournées des années 90 à ce moment-là? Ouais, on en a fait pas mal, oui. Des gros. Mais quand même. c'est grâce aux gens qui venaient nous voir. C'est pas nous. On était contents que les salles soient pleines, mais si les gens venaient pas, ça aurait vite arrêté. Hein. C'est ça. Je pense que une des grandes qualités, qualité entre des grands guillemets, hein, comme les guillemets là, voilà, c'est que ce soit Carole, Jean-Jacques ou moi, on n'a pas oublié d'où on vient. Voilà. Et on sait grâce à qui on est là. Merci beaucoup. Vous êtes même allé enregistrer l'Armée Rouge, justement, pour l'album Rouge à Moscou en 1993 avec les chœurs de l'Armée Rouge. C'était une aventure, ça aussi. Alors, c'est drôle aussi parce que on était à Moscou au moment où les chars étaient autour du Parlement. Alors, ce qui était marrant aussi, surtout qu'ils se parlaient entre eux, ils se passaient des clopes, ils se donnaient des ravitaillements. Ils se connaissaient en fait. Bon, ils ont quand même tiré après, et on avait tous des gardes du corps. Mais en fait, c'était pas pour nous protéger, c'était pour nous garder, pour nous empêcher d'aller voir les gens. Ils voulaient qu'on voit que ce qui était beau. Et donc avec Eric Benzi, un jour, on a fait le mur, parce que nous, on voulait aller dans les magasins russes, où on pouvait payer en argent local, pas en dollars. Et on a réussi à faire le mur et visiter les endroits beaucoup plus pauvres. Mais ce qu'on a vu surtout, c'était la solidarité qu'il y avait entre les gens. C'est-à-dire quelqu'un qui faisait la manche, tout le monde, même s'ils n'avaient rien, ils donnaient. Ça, c'était impressionnant. Alors, il y a eu 2 albums, hein, Frédéric Goldman Jones, 2 albums studio, 2 albums publics. Oui. Et donc, ce projet qui était, moi, je me souviens effectivement de ce projet très original, qui était de tourner d'une des plus petites salles à l'une des plus grandes, donc ce projet du New Morning au Zénith. Faire un tour de Paris, oui. Oui, un tour de Paris. Oui. Et oui. En plus, c'est marrant parce que en venant, on a réécouté cet album. On a réécouté le New Morning. Et pour moi, Rouge, c'est le meilleur album live qu'on a fait. Bon, 7 juin 2001, la mort de Carole Fredericks, tu l'apprends par un journaliste radio qui t'appelle pour te demander une réaction alors que toi, tu n'es pas au courant. Je n'étais pas au courant qu'elle était décédée, oui. Et donc, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé Pingouin, qui était son manager, qui est maintenant devenu photographe. Il a laissé tomber le management d'artiste parce que ça lui avait brisé le cœur. Et donc, il m'a dit, oui, c'est vrai, elle est décédée. Donc, ouais. et pour la première fois de ma vie, je me suis perdu. J'étais en train d'aller aux répétitions. D'un concert blues qui est devenu un hommage, d'ailleurs, à Carole, parce qu'elle elle devait nous rejoindre ce jour-là. Mm-hmm. Et donc, c'était dur parce que pendant qu'on répétait, il y avait la répartition des voix. Et il y avait Carole marquée. C'était une journée difficile. Alors, un album, le tien en 1997, à consommer sans modération. Et à cette époque-là, Jean-Jacques Goldman te pose la question, te dit si ça sourit pour toi, professionnellement, est-ce que tu voudras toujours repartir sur les routes avec moi? Oui. Et j'ai donné la même réponse. Et c'est ce que je pensais, effectivement. Ah non, mais c'est trop bien de tourner avec Jean-Jacques. C'était tellement simple. Ouais. Et c'est arrivé de toute façon, et ça c'est arrivé encore. Alors bon, le 11 septembre 2001, tout le monde sait ce qui s'est passé, mais toi, j'ai appris que tu t'étais fait tabasser le 11 septembre 2001. On enregistrait In the Quote Tonight chez Eric Benzi. Et j'ai fait l'enregistrement et je devais revenir le lendemain pour faire les voix. Et en rentrant dans les RER, oui, effectivement, je me suis fait attaquer par des jeunes qui voulaient piquer mon ordinateur, sûrement, je ne sais pas.
Voilà, ils étaient 5, donc c'était un peu difficile. Et c'est là où je me suis rendu compte que dans le métro, il n'y a personne. Les gens, ils se barrent, ils te laissent dans ta merde, et il y a zéro sécurité, quoi. J'étais obligé de tabasser la fenêtre des pompiers pour qu'ils m'ouvrent. Moi, je voulais juste un cachet parce que j'avais mal à la tête. Et ils m'ont envoyé à l'hôpital. Alors, quelques jours plus tard, le 20 novembre, c'est la sortie de l'album. Non, attends, le lendemain. Ah, pardon. Il faut que je dise, le lendemain, on était chez Eric en train de faire les chœurs. Ouais. Et là, Eric a dit, viens voir. Et on est allé dans son salon et on a vu le deuxième avion qui rentre dans les Ah, tours. wow. Et là, je me suis dit, bon, ce qui m'est arrivé hier soir, c'est rien, quoi. Voilà. Alors, le 20 novembre 2001, c'est la sortie de l'album Chansons pour les pieds, hommage aux musiciens. Et là, c'est là où C'est un hommage au chant, à la danse aussi. et à la danse. Voilà. Et à la danse, Et aux effectivement. musiciens qui le font. Ouais. Voilà. Et il y a notamment cette chanson Ensemble à laquelle a participé notre ami Jackie Lox, puisqu'on est ici pas très loin de Metz, donc de Jackie. Et c'est Jean-Jacques Goldman qui a recommandé Jackie pour les 500 choristes. Voilà. Et moi, j'ai eu Equinox sur un album. Ah, Equinox, oui. Je suis venu les enregistrer ici. Ça, c'est Didier Gent, ouais. Voilà, à Didier Gent. Et j'ai refait un concert avec eux à Amnéville. Et avant, c'est vrai qu'avant qu'il y ait les choristes de Jackie et les choristes de Didier, eux-mêmes étaient ensemble aussi. Mais en fait, Equinox, j'ai rencontré quand on a fait Souviens-toi. Et ils faisaient partie les 1000 choristes. Et on s'est trouvés à table ensemble parce qu'on se mélangeait tous ensemble. Et on a commencé à parler de musique et tout. Et c'est comme ça que l'amitié s'est faite. Et on a partagé pas mal de trucs ensemble. C'est là où vous allez partir en tournée avec cette fameuse scène qui... Alors, il y avait déjà eu quand même des infrastructures assez complexes quand même au niveau des tournées, et parfois un peu casse-gueule. Et donc là, c'est cette scène qui se lève très précisément à 86 degrés. Et toi, tu as toujours été associé, finalement, après quelques problèmes, tu as été associé dans la conception pour éviter les accidents. Hein, parce qu'il y a un mot, toi, tu sais précisément, si on dit Amiens, nous, il ne se passe rien pour nous, mais toi, c'est très clair. Quand on dit Amiens, il se passe quelque chose dans ta tête. Hein. Alors, j'étais à La Réunion, parce qu'à partir de Frédéric Scollman Jones, j'étais toujours invité aux réunions techniques. Et donc, il propose cette scène qui se lève comme ça. Et l'idée des concepteurs de la scène, c'était de nous mettre des chaussures de ski. Ça sent la bonne idée, quand même. Et j'ai dit, mais jamais ça marcherait. Oh, Michael, t'es casse. C'est un peu ce que certains pensaient de toi, quand même. Hein. Voilà. Et donc, oui, oui, c'était une reproche comme faisait tout le monde. Mais moi, je proposais toujours des solutions. Et donc, je dis, ça peut pas marcher parce que ça va faire un poids sur les pieds. Il n'y a rien pour nous retenir vraiment. Ou sinon, il faut que ça s'arrête à 45 degrés, quoi. Mais j'ai dit, on ne pourra pas bouger. On va avoir l'air... Mettez des statues à notre place, quoi. Et elle me dit, oui, mais comment... J'ai dit, mais non, il faut nous tenir au centre d'équilibre. Donc, il faut mettre un poteau derrière à la hauteur de notre taille. Ouais, mais on met des poteaux, ça va être... Mais ça peut être amovible. Et donc, ils ont finalement opté pour ça, et ça a marché. Et du fait qu'il y avait le poteau, on pouvait monter à 86 degrés. On ne pouvait pas faire 90 parce que sinon, il ne risquait pas de redescendre. Donc, il ne fallait pas faire angle droit. Voilà. C'était pour ça 86. Ouais, et une fois, à Bordeaux, dernier concert, non, l'avant-dernier concert, avec cette scène, ben, elle n'est pas descendue. Voilà, et Amiens, pour expliquer pourquoi. Alors, Amiens, c'était le mot qui veut. Alors, parce que sur la toute première tournée, c'était la tournée avec Manu Katché et tous les autres, on jouait la veille très très loin. Et moi, j'ai dit à Jean-Jacques, j'ai dit, mais c'est insensé. C'est que les mecs, ils vont arriver, ils vont rouler toute la nuit, il faut qu'ils montent la scène et tout. Jean-Jacques a dit, le régisseur dit que c'est pas un problème. Et donc, on arrive pour faire les balances, et là, on nous dit, concert annulé. En fait, un
gars des Lumières, a oublié un boulon. Ce boulon qui manquait a fait chavirer toute la lumière et c'est tombé. Ça fait 4 châteaux de cartes, boum, 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 ou les dominos. Voilà. Et par miracle, il n'y a pas eu de blessés, mais le matériel était fracassé. Et donc, alors, l'autre, Amiens, c'est pas à ce sujet-là. C'est toujours la même scène. Et ils avaient mis Jean-Jacques devant la batterie. Et moi, j'ai dit, c'est hors de question. Ils me disent, mais pourquoi? Et j'ai dit, ben, il y a des cymbales. Et les cymbales, c'est une guillotine. Si ça tombe, ça peut blesser quelqu'un grave. Alors, soit nous sur scène, et il y a des gens dans le public. Ah, Michael, t'es casse-couille. Là, c'était vraiment... Ouais, ça sera vissé. J'ai dit, ça sera vissé? Amiens. Fini. Jean-Jacques était plus devant la batterie. En 2003, Jean-Jacques Goldman dit « Je vais arrêter la scène pour un moment ». Bon, ça a été le coup de massue, et tu le dis pour les techniciens, parce que il y avait une super ambiance dans l'équipe avec Goldman. Et tu précises aussi d'ailleurs que c'était l'un des rares chanteurs à venir manger à la cantine avec tout le monde. Hein. Ce n'est pas toujours le cas des artistes en tournée. Donc voilà, bon, Jean-Jacques Goldman arrête, mais va revenir quand même de temps en temps. Et on a un très beau moment, donc un moment à Marseille. Tu peux me frapper, oh, tu sais bien que c'est pour t'aider. Me déshabiller quand t'es trop sous et puis te coucher. Ouais. Il a changé le texte un peu. Et en Bermuda, disons. Hein. Et là, c'est là qu'il devait partir après chercher ses enfants à l'école, c'est là? En tout cas, il est venu en vélo, c'est pour ça qu'il est en short. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc il y a des retrouvailles, enfin il y en aura peut-être en 2025 des retrouvailles? Non, je crois que non. Non, il y en aura pas. Non, Jean-Jacques n'ose même plus chanter. Non, ça m'est arrivé d'inviter de temps en temps et il a dit surtout, on ne demande pas de jouer. Bon, ok. Voilà. Quand on t'a proposé de participer à l'aventure de la Starac, tu en as parlé à Jean-Jacques Goldman, tu lui as demandé son avis? Ben, c'était le jour où il venait de nous annoncer qu'il arrêtait pour le moment. Et moi, je prends mon van et je remontais des répétitions. C'était des répétitions pour les Francopholies. Et sur la route, on me téléphone, on me demande de faire la Starac 4. Voilà. Et donc, je dis pourquoi pas. Et donc, première chose que j'ai fait, c'est j'ai rappelé Jean-Jacques et j'ai demandé ce qu'il en pense. Il me dit si ça te plaît, fais-le. Moi, je ne savais pas si ça allait me plaire. Et je ne me suis pas trompé parce que j'ai gardé des bons souvenirs. C'était une vraie émission live et tout. Mais j'ai juste avais mal lu le titre. Le titre, c'est Star Academy. Ils n'apprennent pas les gens à devenir artistes. Ils les apprennent à devenir des stars. Ce n'est pas la même chose. Mais il se trouve que cette année-là, l'artiste qui a gagné était vraiment un artiste exceptionnel. Comme l'année dernière, Pierre Garnier, c'est un mec exceptionnel. Et je trouve que maintenant, depuis qu'il y a le Voice, le niveau c'est beaucoup plus fort. Et cette année-là, toi, tu savais dès le début qui allait gagner? Ah, le premier soir. Il monte sur scène et j'avais les poils comme ça, quoi. C'était... D'ailleurs, le lendemain, à la télé, j'ai dit que je savais qui allait gagner, mais je n'ai pas dit qui.
Et donc c'était Grégory Le Marchand. Voilà, malheureusement, la vie... Le Marchal, pardon. Grégory Le Marchal, et malheureusement, la vie lui a empêché de vivre une grande et belle carrière. Après, on t'a proposé de participer à Danse avec les stars. Oui. Et tu as refusé. C'est première réponse intelligente. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai dit non. En général, les challenges, je les accepte, mais là, c'était non. Non, c'est juste au-delà de mes forces. En plus, j'ai passé ma vie à faire danser les gens, et je ne sais pas danser. C'est d'ailleurs Héritage Goldman, fallait faire des pas, c'est une calvaire. Mais on danse au Pays de Galles, non? Alors, le pire, c'est que j'ai commencé, la première tournée que j'ai faite, c'était avec l'école, et on faisait de la danse folklorique. Mais c'est une musique que je comprenais, et à l'époque, je ne jouais pas d'instrument. Mais c'est pour ça que je suis un grand admirateur de Prince, par exemple, qui danse. Ou les Shadows. Vous ne connaissez pas les Shadows? Ouais. Si. Ben regardez les Shadows sur scène. Ils sont en train de jouer les morceaux, ils dansent. Moi, j'ai essayé. À l'Olympia, on avait fait une chanson des Shadows. C'est un enfer. Alors, on n'a pas d'extrait de la Starac, mais on a quand même un extrait avec Nikos Aliagas. El Club. Ils sont là? Oui, Parce c'est vos que c'est copains. des copains à moi. Il y a Benzi, il y a Arzel, il y a Jones, il y a Séguret. Ils écrivent pour les plus grands, pour Joe Cocker, pour Goldman, pour Hallyday, et puis pour vous. J'ai eu la chance de travailler avec eux, de chanter avec eux et de m'amuser surtout beaucoup avec eux. Et on va s'amuser encore avec eux ce soir. Ils reprennent quelques succès qu'ils ont écrits, ainsi que leur premier single, Jack and Judy. Mesdames et messieurs, El Club. Tous les ailleurs et d'ici, les mendiants du Pérou, des gosses à la colle de manie, montent une voix. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui, quelque chose à faire aussi. À toi qui marches. Ça a duré longtemps, El Club? Une tournée. En fait, c'était un kiff, mais qui a été ruiné par la maison de disques. Là, ils ont sorti Jack et Judy, c'était pas le titre qu'il fallait sortir. Et le producteur qu'on avait sur la tournée a quitté la maison de disques pour aller ailleurs. Et très souvent, dans ce cas-là, tous les artistes qu'il avait, on les laisse tomber. Voilà, on les laisse tomber. Ouais. Mais c'est une belle expérience. Tu es parfois critique avec les artistes des années 20, mais des années 2020. Tu écris, on voit un mec qui chante avec l'autotune à fond sur une boucle qu'un enfant de 8 ans pourrait composer en 3 minutes. J'ai dit ça, moi? Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est aujourd'hui, et ça va être pire. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner 2-3 idées à l'intelligence artificielle et ça te sort une chanson. C'est incroyable. Mais bon, donc, oui, la créativité, ça va prendre un grand coup dans la gueule, je pense. Heureusement que les Américains sont encore là et existe la musique country où ça, c'est encore des vrais musiciens. Alors, on avance, 2013, année importante pour toi, Michael, 2013, une rencontre importante. Ah bon? À Vauchette. Ah, Rock'n Patate. Oui. J'ai rencontré la bière de Montbrison. C'est tout. Voilà. Non, j'ai rencontré Mary Cooper aussi, oui, parce que elle fait partie artistiquement de pas mal d'univers que je partage, et notamment Héritage Goldman, oui. Effectivement, et puis Mary Cooper, elle avait une vie avec un groupe de musique celtique quand tu l'as rencontrée. Les Urban Folky, oui. Qui sont en tournée encore. J'ai vu, je ne sais pas si Mary Cooper est encore dans la tourne tournée, mais ça toujours. tourne toujours. Hein. Ouais. On a aussi une petite vidéo pendant le confinement. Tu t'es ennuyé pendant le confinement? Alors,
nous, on n'avait pas le droit de travailler, mais on n'avait rien en contrepartie. Ben bon, parce que moi, j'étais retraité, donc j'avais droit à rien. Et les musiciens, comme ils étaient intermittents, ben, il fallait qu'ils se débrouillent avec leur intermittence. Et donc, on s'était dit, ben, si... Il y avait un autre métier qui ressemble beaucoup au nôtre, qui ne pouvait pas travailler, c'était les chefs. Donc, l'idée, c'était de mélanger la musique avec la gastronomie, trouver des points communs et partager un bon moment ensemble. Donc, on en a fait 4. Et on aurait bien voulu continuer, mais les impôts nous ont interdit. Là, tu parles de Confiture Jam ? Voilà, Confiture Jam. Ouais. Et ils ont pensé qu'on a fait ça pour gagner de l'argent. On faisait juste travailler. Alors, on a 2 extraits, on a un petit bout de confinement. Moi aussi, je suis à la maison. Vous voulez savoir ce que je fais pendant le confinement ? Ben voilà, je suis dans les travaux. Je suis en train de faire mon studio. Ah oui. Ouvriers ne peuvent plus venir. Il a fini, il est terminé maintenant. Et donc, je vais vous faire une première. Ça va être une chanson que je chante jamais dans mon studio pas fini. On écoute quelques mesures. Je le ferai sur la tournée aussi. Ah, Just a holy man, trying just the best he can. He was more than kind, he was a friend of mine. Sacrificed. Donc ça, tu vas la chanter lors de la tournée ? Ouais. Et puis on a aussi un extrait donc de Confiture Jam. Alors il y a eu de beaux moments avec différents invités, dont l'émission avec Didier Bourdon. On peut plus rien dire. Si tu veux pas te trouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi. On peut plus rien dire. Si je veux parler d'Allah, on va me dire là vaut mieux pas. Si je prononce le mot qui part, t'es gentil, tu la gardes pour toi. Si je vous dis Jésus, désolé, ça n'intéresse plus. Et pareil pour Bouddha. Ah oui, le fromage des Pays-Bas, on peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi. On peut plus rien dire. Si t'as une surcharge pondérale, on t'oblige à crever la dalle. Si j'ai que géant. Il a enregistré un disque, Didier Bourdon, mais il a un talent de chanteur, Didier Bourdon. Il y a un truc que tout le monde a tendance à oublier. Les inconnus ont eu plus de tubes que la plupart des chanteurs. Et Didier est un musicien-compositeur extraordinaire. Mais les 2 autres aussi, ils sont très bons. Donc, c'est pas étonnant qu'ils ont fait tous ces tubes. Et il y a un moment où il fait guitare solo dans cette émission. On fait Wish You Were Here de Pink Floyd. Et tout le monde a dit, parce qu'on a fait plus d'1 million de vues avec ça. Et les gens ils disent, mais Didier Bourdon ? Ben oui. On a parcouru quelques décennies, Michael. Alors on va passer un temps de questions. On va donner la parole à Magali, puisqu'on a regardé des photos, effectivement, de Magali ce soir. Et des photos... Alors voilà, on a un micro. Je vais céder mon micro. Et nous allons, parce que le casino a d'autres micros. Les micros sont au chapiteau ce soir, donc on est en restriction de micro. Voilà. On vous dit la vérité. Donc, tu as envoyé tes photos et tu as aussi envie d'échanger quelques mots avec Michael, que tu suis depuis longtemps. Oui, bonsoir Thierry, merci. Bonsoir Michael. J'avais une petite question, savoir quelle était la chanson pour laquelle tu es le plus fier en tant qu'auteur-compositeur. Ah voilà. Est-ce que tu vois, Michael Jones, toujours le système D. Toujours un truc, quand il y a un problème, Michael le résout. Alors, je ne sais rien. Évidemment, je pense que c'est oublié. Le fait que j'ai
En fait, c'était à propos de mon père parce qu'il ne parlait pas de ce qu'il a vécu pendant la guerre. Mais un jour, j'ai vu une émission où un journaliste un peu maladroit a enfoncé un petit peu trop le couteau à un ancien militaire et lui a brisé le cœur. Et donc, la chanson est sur le fait qu'on doit leur laisser dans leur silence parce que si ça se trouve, ce mec-là, il avait mis 20 ans pour pouvoir redormir. Et en quelques secondes, il a refait revivre tout ça. Et donc, dans la chanson, je dis, me faire revivre tout ça, j'en parlerai pas. Très belle chanson. Moi, j'ai une question, Magali. Est-ce que tu photographies d'autres artistes en concert ou tu ne photographies que Michael Jones? Quand je vais à des concerts, je fais des photos, mais oui, Michael Il y a Jones, quand j'en même- ai beaucoup, je pense, des photos. Davantage des photos de Michael Jones. Oui, Oui. avec Goldman aussi. Avec parce que Goldman, je oui, suis oui, depuis qu'il oui. est avec Goldman, mais j'ai beaucoup plus de photos de Michael Jones, effectivement. D'accord. Mais parce qu'on s'arrange pour qu'elle puisse les faire. C'est vrai. Et il y a ça aussi, parce que il y en a beaucoup qui ne demandent pas. Non, c'est mieux de demander. Tu as une autre question? Et quel est ton meilleur souvenir en concert? En français, Meilleur souvenir en En concert. concert. En concert. Dans Bah, tous, j'espère dans qu'elle n'est tous pas ces encore nombreux arrivée. concerts. Ah, le prochain, c'est ça. Ouais, c'est la prochaine. Ben, ce sera peut-être le 22 novembre au Casino 2000, au Chapiteau. Hein. En fait, mon meilleur souvenir, c'est pas en concert, c'est en studio. C'est quand on a fait Pacific Palisades, qui tout le monde connaît maintenant parce que ça a cramé. Mais malheureusement, parce que c'était une chouette quartier de Los Angeles. Et donc, on avait écrit une chanson pour Ray Charles. Et Ray Charles est arrivé, et il s'est mis au piano, et il a rechanté la chanson, et c'était plus notre chanson, c'était le sien. Et ça, c'était extraordinaire. Merci. On va faire tourner le micro. Qui a envie de prendre la parole et de mettre vers le fond, au fond. Voilà. Bonsoir Michael. Bonsoir. Alors, Quel est votre prénom? Audrey. Donc on s'est déjà vu, on a chanté ensemble parce que j'étais choriste à Nîmes et aux 500 choristes. Et donc moi je ne savais pas que tu pilotais. Et ça fait 4 ans que je pilote aussi. Donc je voulais savoir qu'est-ce que tu pilotes comme avion? Ah, moi, je pilote plus. Ah. Maintenant, c'est mon épouse qui pilote à ma place. Parce que j'ai découvert que j'avais un anévrisme là. Et donc, les changements de pression atmosphérique pourraient provoquer un accident cérébral. Et je n'ai pas envie de tuer quelqu'un. Donc, je ne pilote maintenant que s'il y a un pilote avec moi. D'accord. Bon, en tout cas, si tu veux faire un tour à Luxembourg, il y a un aéroport qui est international et où je pilote, donc quand tu veux. Et il y a un aérodrome Oui. dans le coin? Oui, Non. mais c'est l'aéroport Non, l'aéroport international, mais il y a international. l'aéroclub qui est basé dessus. Où ça hein? Non, l'aéroport de À Luxembourg. Luxembourg. Ah oui, mais il faut avoir l'international pour y aller. Il y a des vols VFR. Ah bon? Ouais. Ah, génial. Bon, mais ce sera peut-être Alors, pour le mois de novembre. peut-être Voilà. que Mary Cooper ira parce qu'elle va faire rêve de gosse en avion. Voilà. C'est où on emmène les enfants à faire un tour de France en petits avions. Et vous pilotez quoi? Piper. PA28. APR-28, Archer? Oui, entre autres. Bon, là, tout le monde ne suit pas, peut-être. Moi, je pilotais un Piper PA-28 Arrow 4. Ah, bien. C'était pas mal. Bah oui, Un c'est peu bien. lourd du nez. Mais maintenant, il faut un avion dans lequel on peut mettre des guitares. Ah, Piper, on ne peut pas. toutes les guitares. Et combien d'heures de vol comme pilote, Michael, tu as? Je ne sais rien. Tu ne sais pas? Non. Non. Il faudrait que je regarde dans mon petit carnet bleu. Ouais. Mais non, on avait des doutes de savoir si on pouvait atterrir ici ou non. Et dans le doute, on est venu en véhicule. Mais sinon, on aurait été obligé d'atterrir à Metz. Parce que les autres aérodromes dans le coin sont tous pistes en herbe. Oui. Et en hiver, ils sont courtes en plus, 600 mètres, je crois. Donc oui, j'adore ça.
Et donc, ma fille est commandante de bord. Sur quel avion, ta fille? Alors, elle était sur 777 après Dreamliner, Ah et maintenant, elle est sur A220. Airbus, ouais. Ok. Voilà. Donc, long courrier. Hein. Non, moyen. Oui, non, mais avant elle était 777, long courrier. Mais elle était copilote à l'époque. D'accord. Alors, autre question d'aviation ou autre sujet aussi, d'ailleurs, c'est possible. Hein. Qui prend le micro? Vous n'êtes pas curieux. Voilà. C'est parce que vous savez tout déjà. Je suis trop Michael a tout bavard. dit. Michael a tout dit. Non, alors on a une question. Oui. Alors Michael, moi, je ne sais pas si pouvoir me répondre. Est-ce qu'il saurait me dire si Jean-Jacques Goldman il a des inédits qui lui restent en stock et qu'un jour ou l'autre ça va être publié, sortir. Il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à cette question, et il n'est pas là. Mince. Mais bon, le seul truc que je peux dire, c'est qu'est-ce que vous pouvez demander à un retraité de 73 ans de retravailler? Hein? Parce que c'est du travail quand même. Non, mais c'était pas ça tellement la question, parce que souvent, quand il y a des artistes qui disparaissent ou quoi, ils ressortent la partie. Vous êtes où? Parce que je ne vous vois pas. Parce que des fois, il y a par exemple Michel Berger, là, ils ont ressorti une chanson là qu'on entend tout le temps pour la pub. Il y a plein d'artistes comme ça, quand ils décèdent, hop, ils ressortent des trucs. Oui, mais ça, c'est parce que les éditeurs qui détiennent les droits, ils pensent à gagner de l'argent. Voilà. Ou des fois, c'est les membres de la famille. C'est comme Michael Jackson, par exemple, détenait tous les éditions des premiers titres des Beatles. Donc, il y a plein de chansons des Beatles maintenant, ou de John Lennon, qui sont dans les pubs, mais que de leur vivant, n'auraient jamais été. Et je ne pense pas qu'on est prêt de voir une chanson de Jean-Jacques dans les pubs, en tout cas de son vivant. C'est sûr que non. C'est comme vous n'avez jamais vu Jean-Jacques, première page d'un journal. Voilà. Des chansons, il en a sûrement, mais il les garde pour les autres maintenant. Alors, oui. Non, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'y pense dans mon filière. Alors, autre question pour Michael, avant qu'il nous fasse le grand bonheur de chanter et de jouer. On n'a plus de questions pour Michael Jones? En haut? En haut? Ici? Voilà, monsieur. Bonsoir, Michael. Quel est votre prénom? Patrice. Patrice. Alors moi, c'est pas une question, c'est plutôt, j'ai envie que tu racontes une anecdote aux gens qui sont là. Tout à l'heure, lorsque je suis arrivé au bar, j'ai vu un monsieur qui avait un pendentif très sympa autour du cou. Et j'aimerais que tu nous racontes l'anecdote avec Johnny lorsque vous étiez en studio pour chanter J'oublierai ton nom. C'est bien, puisqu'on n'a pas parlé de Johnny, donc c'est bien d'en parler, parce que ça a été aussi une rencontre importante. Lorsqu'il t'a entendu chanter. Alors, c'était une chanson que je vais chanter sur ma tournée, qui s'appelle « J'oublierai ton nom ». Et j'ai coécrit les textes avec Jean-Jacques, et je devais chanter la partie en anglais pour envoyer en Irlande la maquette pour que Carmel puisse l'apprendre et le chanter. Et donc, c'était un duo avec Johnny. Et donc, moi, j'arrive tôt le matin. C'était vachement haut pour un mec, parce que c'était fait pour une fille. Et j'ai ramé comme c'est pas possible. Et j'ai chanté toute la partie avec Johnny dans la cabine. Et après, c'était à Johnny de chanter sa partie. Et j'étais dans la cabine, donc, et Jean-Jacques vient me voir au bout d'un moment. En fait, Johnny appelle Jean-Jacques. Donc, moi, je suis dans la cabine, j'entends rien. Et donc, Jean-Jacques a dit, « Michael, ça serait bien si tu partais. » Bon. Donc, je vais voir Johnny pour lui dire au revoir. Et Johnny dit, « Je suis désolé, mais je t'ai écouté chanter, je ne peux pas chanter devant toi. » Donc, c'est plutôt un compliment. Et donc, j'ai fermé ma gueule et je suis parti dans le bar à côté manger une omelette. Et je suis revenu quand ils avaient fini.
Mais après, on a fait plein d'autres titres ensemble où il était là, et ça, c'était génial. Je suppose que c'est une rencontre comme celle-là, avoir partagé ça avec Hallyday, c'est vraiment quelque chose. Ah bah oui. Et puissance vocale. Autre question. Ah bah voilà, devant. Voilà. Voilà, non mais dans le micro, voilà. Et quel est votre prénom? C'est Alphonse. Serge. Je voudrais savoir s'il y a un projet de faire un nouvel album. Moi? Ouais. Non. Pas du Par tout. contre, je vais faire un nouveau titre. Ah, ok. Oui, moi, c'est fatigant faire un album. Je préfère tourner et venir jouer avec vous. Honnêtement, c'est-à-dire que c'est de s'isoler presque un an dans un studio. J'ai un studio chez moi, mais j'aime bien jouer avec les autres. Donc, je vais faire un titre qui va porter un petit peu la tournée. Mais c'est une reprise d'un groupe qui s'appelle The Feeling, qui est un groupe anglais qui a eu beaucoup, beaucoup de succès au début des années 2000. Et là, ils ont une chanson, il y a des anglophones là. C'est I like it when you call, I love you when you call, I love it when you call, but you never call at all. Et donc en français, ça sera quand tu m'appelles, ça me plaît. C'est un peu comme je t'attends. Quand tu m'appelles, ça me plaît. Quand tu m'appelles, ça me plaît. Quand tu m'appelles, ça me plaît. Mais tu ne m'appelles jamais. Donc c'est l'histoire de deux personnes qui se séparent et qu'il y en a un qui voudrait bien garder le contact et l'autre, évidemment, il a oublié. Et donc il y aura que ça en nouveauté. Mais j'ai fait des albums, je travaille sur les albums des autres. Et ça me plaît assez. Et les autres t'appellent, voilà, et ça te plaît. Oui, mais il y a des jeunes artistes que j'aime beaucoup et que j'aime bien travailler avec eux. Et avec Toff, mon bassiste aussi, on fait pas mal de trucs. On a même un petit trio acoustique où on vient dans des salles comme ça pour jouer pour le fun. Ça, ce sera peut-être en 2026, alors après, puisque tu viens en 25, donc peut-être en 26 ici, dans cette même scène au Purple Lounge. On prend une dernière question, s'il y en a une, pour la dernière. Qui a envie de se lancer, de poser la dernière? Voilà. Et votre prénom? Stéphane. Stéphane. Non, mais il va me poser une question auquel je ne peux pas répondre. Il connaît ma vie mieux que moi. Mais par contre, il a un super musée. Merci, Mickaël. J'ai juste une petite question, parce qu'il y a souvent des rumeurs. Je n'ai pas la réponse, c'est pour ça que je te la pose, la question. Il y a eu pas mal de rumeurs. Beaucoup de gens se posent cette question-là. À l'époque avant de démarrer Frédéric Goldman Jones, s'il n'y avait pas eu l'incident avec Sirima, est-ce que ça n'aurait pas pu être Sirima à la place de Carole? Non. Merci. Ça n'aurait pas pu être Sirima parce qu'elle était marquée par le mec qui l'a tuée. Oui, ça je sais. Et il n'aurait jamais permis à Sirima de rentrer dans un groupe avec nous. Il était jaloux comme c'était pas. Déjà, il avait interdit de partir en tournée avec nous à l'époque. Et donc, ça n'aurait jamais pu se faire. Elle a fait qu'une date. Pardon, elle a fait qu'une date à Paris. un Zénith, c'est tout. Ouais. Voilà. Ouais. Et l'autre, il était tellement jaloux, il a fini par la tuer. Donc, voilà. Mais si on fait abstraction du contexte et de tout ça, mais est-ce que ça aurait pu être Sirima vocalement? Juste comme artiste. Elle n'aurait jamais eu la présence de Carole. Ouais, Carole, c'était... Sirima, elle était vraiment très enfermée en elle-même. Elle ne projetait pas comme Carole projetait. Donc, je ne pense pas que ça aurait fait... Artistiquement, si. Artistiquement, elle chantait merveilleusement bien. Et donc, elle aurait pu faire l'affaire vocalement et artistiquement. Mais est-ce que sur scène, ça aurait donné la même chose que Carole? J'ai des doutes. Ben là, c'est toi qui vas projeter maintenant, Michael. Tu vas projeter puisque tu vas... Ah bon? Oui. Faut que je rebranche mon micro.
Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Je pourrais avoir un peu d'eau pétillante ou quelque chose dans ce genre. J'ai trop parlé. Alors, non, je vais vous faire chanter d'abord. Je pense. Et il faut que j'accorde la guitare. Ah, merci. Cheers. Non. Alors. Je fais une chanson d'un chanteur très connu qui m'a écrit des chansons. Mais c'est pas lui. J'ai mis mes blue suede shoes et puis j'ai monté dans le train droit vers le sud et le Delta Blues, la pluie froide du matin. Vous les bluesmen qui êtes aux cieux, pourriez-vous baisser les yeux sur moi? J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Pourtant quelque chose ne va pas. Je suis venu marcher dans Memphis. Partout ailleurs je me sens perdu. Marcher dans Memphis. Je plains déjà 10 mètres au-dessus de la rue. Vous savez de qui c'est? Ouais, ben évidemment, tu connais toutes les réponses, là. Bon. Je pourrais jamais m'y faire du cool entre mes mains. Chaque fois que moi j'espère, tu dis on verra bien demain. Femme trop fière, quelque chose sur le fond de toi. Quand tu reflètes ma misère en mettant mon cœur hors la loi. So won't you help me to be more than a friend? Won't you help me? Don't be cruel again. Cette nuit je bois ma peine à l'absence des âmes. Petite champine de pierre entre l'orgueil et le dédain. Elle est bien fine la frontière à celui qui n'est pas malin. Plus de prière, j'accumule les pourquoi. Quand ma tête est pleine et je vais tout droit, me noyer au fond d'un verre de bière. Ouais, je l'ai raccourci, hein. Oh, c'est pas connu celui-là. I can give you a voice. En fait, je veux bien donner ma voix, mais il faut que vous donnez la vôtre aussi. Hein. I can give you a voice, spread with rhythm and soul, from the heart of the Welsh.
du Perrier, ça. Parce que, I can give you a voice spread with rhythm and soul, from the heart of a Welsh boy who's left his home. Put it in harmony, let the words ring, carry your thoughts in the songs we sing. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sent jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride. Will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, helps me grow on from day to day. Je te te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sent jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Je te donne ce que je suis. Oh, I can give you my voice spread with rhythm and soul. The songs that I've loved and the stories I've told. Well, I can make you feel good even when I'm down. My force is a platform that you can climb on. Alors, je vais terminer avec une chanson que vous connaissez pas. Parce que, en fait, j'ai coupé les chansons au cours, sauf Je te donne, parce que j'ai une angine et ça fait vachement mal. But the show must go on. Donc, le 28 janvier, je me rappelle de ce jour-là parce que c'est mon anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de Nicolas Sarkozy. Ça m'emmerde un peu, mais... donc le 28 janvier, pour mon anniversaire, je devais chanter cette chanson au Stade de France. Malheureusement, France Télévisions a décidé que c'était trop compliqué de mettre un micro à chef. Et apparemment, il y avait des problèmes de sécurité parce que, bon, avec 30 rugbyman sur le stade, c'est vachement dangereux, quoi. Et donc, je voulais faire pour vous. My envelope, the night night will he me, drive by the contorium, aquarium, oh oui, I could Raphael will, Quater will, Carnat, Prostrafel, Colassin. I gloire, 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 en roué, en gloire.
bat les Anglais. Merci beaucoup, Michael.